Et voilà, c'est encore moi, je suis de retour pour poursuivre la lecture de La paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne. C'est ma dernière partie, mais le livre n'est pas terminé et la prochaine fois, ce sera une autre lectrice qui continuera ce beau livre. Alors, et puis vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Voilà. J'en étais à la lettre 11. Voilà. Si vous avez suivi, peut-être, j'espère que vous me suivez, que vous m'écoutez, que vous ne vous endormez pas trop. Madame Parangon à Ursule. La pauvre dame montre toujours son bon et faible cœur, sans qu'elle s'en doute. Le 30 juillet. Ne m'en veux pas, ma bonne amie, du long silence que j'ai gardé avec toi. Quoique je t'eusse promis de t'écrire et même de te voir bientôt. Ton frère a été malade. Après ce que tu sais, puisque Monsieur Godet, qui est à Paris, doit t'en avoir parlé. Dispense-moi de tous les détails, j'ai vu Edmond aux portes de la mort. Il est meilleur que je ne croyais, et si je le regardais comme un bon cœur. Ce pauvre garçon, qu'il m'a touché, il est à présent à 3 petits points, pour achever de se rétablir. J'espère le voir bientôt de retour ici. Le voilà donc libre encore. Je ne lui dirai pas à lui-même, mais avec toi, ma chère, je puis me donner un peu plus de liberté. Car tu vois bien que Fanchette sera ta sœur. Commence à l'envisager sous ce point de vue et que cela te donne la consolation dont tu as besoin. Ma chère Ursule, le terrible lien que le mariage, lorsqu'on nous le propose, pour ceux ou celles qui nous sont chers, où nous devons bien hésiter. Et c'est ce que je fais à plus d'un égard. Quant à l'envie que j'ai de voir un jour celui de ton frère avec Fanchette, je m'y livre d'autant plus volontiers qu'il y a encore le temps de la réflexion. Et puis, j'ai dans l'idée qu'il m'est attaché, qu'il aimera un peu ma sœur par rapport à moi et un peu aussi parce qu'elle sera fort jolie. N'est-ce pas qu'elle le sera? Dis-le-moi sincèrement, toi qui n'as pas les yeux prévenus d'une sœur. Je ne m'en défends pas, j'aimerais avoir mon frère dans Edmond et à le nommer du même nom dont tu le nommes. Il vient de me tomber une larme. Hélas, ne le nommerai-je donc jamais de ce nom si cher? Il me semble entendre une voix qui me dit non. Mais tout cela n'est que chimère de l'imagination troublée. La mienne, elle est beaucoup, et je viens d'éprouver de terribles secousses. J'irai me calmer auprès de toi. Cher ami, prépare-moi un cœur bien tendre pour recevoir tout le mien. Que Paris va m'être agréable avec toi. J'y serai libre, je n'y verrai que ce qui me plaît. Mes 2 sœurs, tout le reste du monde ne sera rien pour moi. Un jour, ton frère y viendra. Je voudrais que Fanchette eût 15 ans. On est raisonnable à cet âge-là, car je crois que je l'étais. Ne l'étais-tu pas aussi? Nous les marierons et nous serions tous heureux. Adieu, ma fille. Adieu. Je t'ai bien écrit des choses auxquelles je ne songeais pas en commençant. Mais la lettre est faite et elle partira. Lettre 12. Réponse d'Ursule aux 2 lettres précédentes. Elle raconte son arrivée et comme la corruption règne dans les grandes villes. Le 10 août. C'est mon anniversaire, le 10 août. Madame et très chère amie, votre lettre m'a fait le plaisir que vous imaginez d'avoir de vos précieuses nouvelles. Quant aux choses tristes, je les savais déjà. Par la lettre de ma belle-sœur que je joins à celle-ci et que je vous supplie de me rapporter, car elle m'est chère, à cause de la part d'où elle vient. Je n'espère pas de réponse, mais votre vue, qui est pour moi le plus grand des biens. Nous sommes arrivés très heureusement. Paris, vu de la Seine, fait un spectacle imposant et majestueux. Mais là-dedans, à ses désagréments. Mais le dedans a ses désagréments, comme vous allez voir et comme sans doute vous le savez.
Nous sommes arrivés de grand jour au port Saint-Paul. Je suis descendue la première, plus hardiment que je n'aurais cru. La bonne dame Canon a eu peur en me voyant aller si résolument et elle s'est écriée « Prenez garde, Ursule !» Ce qui m'a fait frissonner. Je ne sais pourquoi. Mes genoux ont tremblé quand mes pieds ont touché la terre comme si celle de Paris me devait porter malheur. Mais c'était de joie, car ce pays me plaît beaucoup. Et je suis très satisfaite de la capitale. Il ne me manque que la présence d'une amie adorée pour y être heureuse. Mais il faut que je vous dise un mot des désagréments dont j'ai parlé. D'abord, la chère dame Canon en est quelquefois de bien mauvaise humeur. Elle nous fait souffrir de toutes les sottises qu'on nous dit, ou des compliments qu'on nous fait dans les rues. L'un de ces jours, un homme nous suivait le soir et nous disait « je ne sais combien de choses, ou je n'ai rien compris ». Nous doublions le pas, ma charmante petite sœur et moi. Je l'appelle ainsi depuis votre chère lettre, mais comme par amitié, sans lui en dire le vrai sujet, pour ne pas entendre les sots propos. Madame Canon nous a rappelés et nous a grondés, ce que nous allions trop loin devant elle. Nous avons marché doucement et le vilain homme a été à son aise. Madame Canon, qui bouillait et qui n'osait rien dire, parce qu'elle avait peur, nous a encore grondés de ce que nous allions doucement. Nous avons été vite. L'homme s'est mis entre elle et nous. Elle nous a encore rappelés, suffoqués de colère. Et elle l'a menacé de le faire arrêter. Il lui a rionné. Effectivement, elle avait un air si comique que Fanchette a éclaté. Je me pinçais, moi, pour m'empêcher de rire. Et surtout, je regardais le vilain homme qui s'est avisé de venir à moi. Il m'a mise en colère au point que je lui préparais un bon soufflet lorsque la garde apparut. Il s'est aussitôt glissé entre deux carrosses et nous ne l'avons plus vu. Après cela, nous en avons eu un autre plus poli qui nous a fait de jolis compliments, surtout à mademoiselle Fanchette, qui me disait assez haut « Est-ce qu'il nous connaît, ma bonne amie ?» C'est qu'il disait que nous n'avions pas besoin de parure et que nous étions adorables en déshabillé, que nous avions de l'esprit, et je ne sais combien d'autres choses. Il a beaucoup ri de ce que me disait Fanchette à chacun de ses compliments, car madame Canon, qui donnait le bras à la cuisinière, était à quelques pas de nous et cet homme-ci ne faisait pas semblant de nous parler. Ce qu'il nous disait était fort singulier lorsque nous sommes heureusement arrivés à notre porte. Il nous a regardés entrer et je l'ai encore aperçu du balcon qui restait en extase de l'autre côté de la rue. Attendez, j'arrive. De l'autre côté de la rue. Il faut que je retrouve ma ligne. C'est ça le problème. Alors moi, je ne sais plus du tout où j'en étais. Voilà, le balcon. Et voilà, de l'autre côté de la rue. Cela est drôle ici. Comme on ne se connaît pas. Chacun y dit ce qu'il y pense et on n'est pas retenu comme chez nous par une sorte de respect humain, dans la crainte que ces petits écarts ne soient sus. Il me semble, sans être philosophe, que c'est pourquoi le vice va plus tête levée ici qu'ailleurs. C'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, je crois. Il n'a que le moment présent de la honte à craindre. La chose passée, la rue quittée, on est un être tout neuf et absolument intact où l'on arrive. Cela est commode pour les malhonnêtes gens. Et pour tant de filles perdues qu'il y a ici, dit-on. Vous voyez que je commence à raisonner, c'est l'air de ce pays qui en est cause. Et puis, quelquefois, de sur notre chaise aux Tuileries ou au Palais Royal, nous entendons des femmes philosopher. Comme elles disent, et cela donne envie de les imiter, mais je badine et je ne sais comment cela m'est venu. Je vous attends avec impatience et je suis avec un respectueux attachement, votre, etc., etc. Je regarde juste ça, c'est ça qui est très... Alors, je vous prie de faire tenir vous-même cette réponse à ma belle-sœur, épouse de mon frère Pierre, parce que je voudrais qu'elle fût sûrement remise et en secret. À sa belle-sœur Fanchon. Voilà qu'elle lui parle comme elle pense. Elle a déjà fait bien du chemin. Je te remercie, très chère bonne amie, de ta lettre et de tes sentiments pour moi. Je me trouve ici très heureuse et comme tu le disais, ça
était un coup d'or que Madame Parangon, ma respectable protectrice, m'ait fait partir comme elle a fait. Car entre nous, il ne faut pas qu'on envoie à la ville il ne faut pas qu'on envoie à la ville les enfants qu'on veut qui demeurent au village. Les manières des villes sont trop agréables pour qu'on puisse ensuite trouver supportable celle de la campagne. Outre qu'à la ville, la vie est bien plus douce et surtout qu'on y connaît des plaisirs que rien ne peut compenser au village. Je te parle à cœur ouvert, chère petite sœur, pour te guider dans tout ce qui me concernera chez nous et par l'espérance que j'ai que cette lettre ne sera vue de personne que de toi et de la respectable dame qui te l'a fait parvenir. D'après ma façon de penser, je t'avouerai que je ne serais pas fâchée qu'on me trouve un parti. Car tant qu'on est fille, on dépend de la volonté de père et mère, et il ne tient qu'à eux de rappeler leur enfant auprès d'eux. Il est certain que les partis se trouvent à la ville plus facilement qu'au village. Peut-être la corruption des mœurs en est-elle cause. On regarde ici davantage à la figure et on sacrifie plus volontiers l'intérêt au plaisir. Au lieu que chez nous, tant pis si les deux ne se trouvent pas réunis, car l'intérêt passe avant tout. Pour moi, je ne suis pas intéressée, mais j'aimerais trouver un bon parti pour bien des raisons. C'est d'abord que je sais le plaisir que cela vous ferait à tous. Ensuite, que je suis un peu orgueilleuse, un peu aimant à être parée, car la beauté est un beau présent de la divinité. Ôte sa charmante figure à Madame Parangon, elle sera toujours une excellente dame, mais ce ne sera qu'une femme, au lieu que c'est une déesse qui tient fixés sur elle les yeux et les vœux du tout ce qui la connaît, surtout d'Edmond et d'Ursule. Qu'on t'ôte ta jolie figure, ma chère Fanchon, ton mari t'aimera encore pour tes qualités, mais te regardera-t-il avec cette admiration et ce tendre sentiment de reconnaissance envers Dieu qui t'a donné à lui? Et pour parler aussi un peu de moi, si je n'avais rien du tout en ma faveur, Edmond aurait-il songé à me procurer tous les avantages que je lui dois et qui sont si grands que le seul de m'avoir donné à Madame Parangon vaut la vie et plus, car c'est le bonheur? Quant à ce cher frère, il faut aussi considérer que sa beauté donne bien du relief à ses bonnes qualités. Et je crois lui attache ses amis, car il en a qui lui sont tout dévoués. Et une protectrice qui veut l'élever jusqu'à elle par le don d'un petit trésor que j'ai le bonheur d'avoir ici pour compagne. On peut donc légitimement avoir envie d'être belle, de plaire et d'augmenter sa beauté. Pour moi, je ne m'en fais aucun scrupule. Et j'y mets tous les soins que je puis, sans nuire à mes devoirs, car je regarderais comme un mal d'y donner tout son temps, et de ne songer qu'à cela. Après t'avoir ainsi parlé, chère sœur, il convient que je te témoigne tout ce que ta lettre m'a causé d'amertume relativement au cher Edmond. Tu sais tout ce qu'il m'est, car si je dois aimer mes autres frères et comme bons amis, surtout Pierre, je dois aimer Edmond comme père. Oui, je dois partager le sentiment filial entre nos vénérables pères. Et ce frère, si bon à mon égard, et telle est ma proposition que plus que j'aime mon frère, et plus j'aime Madame Parangon et la ville, et que plus j'aime ma protectrice de la ville, plus j'aime mon frère Edmond. Ces deux sentiments rentrent l'un dans l'autre. À présent, je vais te parler de l'ami d'Edmond. Ami comme il n'y en a point. Je le vois parce que tu me marques à son sujet relativement à Laurette. Cette action de M. Godet, supposé qu'il est trompé, je crois qu'on la peut excuser en faveur de son amitié pour Edmond, car Edmond se fait aimer si bien qu'on n'est pas toujours maître de le servir comme l'exacte justice le demande. Je te dirai à cette occasion que j'ai vu Laure, mais personne ne le sait, pas même Madame Canon. Nous étions sortis seuls, mademoiselle Fanchette et moi, pour aller à l'église. Madame Canon était indisposée. Justement, à la porte de Saint-Eustache, un monsieur m'a salué par mon nom. Je ne le voyais pas.
à cause de ma calèche, mais sa voix ne m'était pas étrangère. Je l'ai voulu regarder et au lieu de lui, j'ai vu Laurette devant moi qui m'a embrassée. Elle est jolie comme un cœur et en vérité, je l'ai aimée. Ce qui est une nouvelle preuve que la gentillesse est un grand avantage. Nous avons causé, mais peu, à cause du temps qui nous manquait. Et les choses qu'elle m'a dites ne m'ont pas surprise, car je m'en doutais. Elle a tout à fait bonne grâce, malgré son état, et elle est très formée pour le raisonnement. Je la verrai quelquefois si Madame Parangon le trouve bon. Nous le sommes promis, mais j'ai mis la condition que je viens de dire. Voilà pourtant, ma chère sœur, ce que c'est qu'une grande ville. Vois pourtant, ma chère sœur, ce que c'est qu'une grande ville. Nous voilà que nous nous parlons et que personne ne le trouve mauvais. Suppose notre village que de discours. Il aurait fallu passer notre vie à nous regarder noirs ou nous exposer à 1000 désagréments. Je dois jouir dans peu du bonheur d'avoir ici Madame Parangon. Écris-moi par cette occasion qui est la plus sûre. Lettre 13. Fanchon à Ursule. Ma femme décrit ici la réception, le séjour et le départ de mon frère Edmond. Le 20 août. J'écris cette lettre, très chère sœur. J'écris cette lettre, très chère sœur, pour la faire tenir à Madame Parangon le plus tôt possible, afin de ne pas manquer l'occasion de son départ. Je vous dirai que nous avons ici Edmond depuis 3 semaines, et je ne lui ai pourtant pas montré votre lettre. Ni à personne, car je l'ai trouvée faite tout à fait pour femme et point du tout pour homme, qu'il nous soit tant proche qu'on voudra. Et je ne répondrai à rien de ce que vous me dites sur la beauté, puisque Madame Parangon a vu votre lettre, et qu'elle verra aussi la mienne. Je la crois bien suffisante pour vous dire tout ce qu'il faut, et mieux que mon petit esprit, qui se peut tromper en croyant dire merveille, car je suis plus défiante de moi et de mes lumières que jamais. Pour à l'égard de l'or que vous avez vu et parlé, mon sentiment est que vous avez bien fait. Car c'est notre parente et dès que dans le pays où vous êtes, il n'y a aucun scandale à se parler, parce qu'on ne sait ce qu'il en est, je pense qu'il est toujours bien de se rapprocher. Mais il faut vous parler d'ici et vous dire que j'entends votre demi-mot. Vu qu'Edmond ne me laisse rien ignorer de la vérité, non plus qu'à son frère et à Madame Parangon elle-même qui est instruite, car il m'a montré la lettre qu'il lui écrivit le 2 du présent mois, que j'ai trouvée très belle, et où il comptait les derniers moments de sa femme. Sans doute que Madame Parangon vous la montrera, ainsi que 2 autres. C'est à savoir la copie d'une qu'il a écrite à Monsieur Godet et la réponse qu'il en a eue. Ce que j'ai à faire à présent est de vous dire comment Edmond, ayant à son arrivée ici démenti le bruit qu'avait fait courir la lettre de Monsieur Godet, il s'est de réchef exposé, par sa franchise, à tout le courroux de notre vénérable père, qui ne peut s'offrir rien de contraire à la bonne conduite. Ceci n'est pas inutile à vous dire, puisque ça vous fera sentir combien il est terrible de manquer à son devoir devant votre digne père, l'image de Dieu sur terre à notre endroit. Edmond arrivait avec mon mari, qu'il avait été chercher à cause de sa convalescence et qu'il avait trouvé à Saint-Brie, venant sur un cheval de louage, et qui, en voyant son frère changer, a couru à lui et l'a descendu à terre dans ses bras en lui disant « Mon cher frère, mon cher Edmond, je te revois. Ah, mon ami, j'en bénis le bon Dieu et de ce qu'est la maladie qu'il t'a envoyée à montrer ton bon cœur et ton innocence. » Et il l'a porté dans la carriole, comme si c'eût été un petit garçon de 9 à 10 ans. Et puis il y est monté à côté de lui, et ils se sont mis à causer. Mais Edmond avait quelque chose sur le cœur au sujet de cette innocence dont son frère lui venait de parler. Et il lui en a demandé l'explication. Et Pierre la lui a donnée, et Edmond a dit la vérité. Mon mari a baissé la tête, et puis la relevant, il s'est jeté au cou de son frère en lui disant « Et la vérité aussi est une vertu. Et nous ne sommes pas pauvres mortels pour les avoir toutes. Les voilà qui sont arrivés comme ça. Et notre bon père et notre bonne mère, qui attendaient leurs enfants, parlaient d'eux toute la journée, tantôt entre eux, tantôt à nous, et notre bonne mère s'en allait à chaque quart d'heure sur la montée du grenier où est le perron, et elle regardait par le chemin de la montagne si elle verrait une carriole la descendre.
Et elle appelait tantôt Brigitte, tantôt Marton, plus souvent Christine. Et quelquefois, moi. Oh, Fanchon, vous qui avez de si bons yeux, voyez donc voir, mon enfant. Voyez donc voir, mon enfant, si vous ne verriez pas la carriole descendre la montagne. Mais à vie que je la vois. Non, ma mère, il n'y a rien, que des charrues qui s'en reviennent. Ah, mon enfant, c'est la carriole. Augustin Nicolas, tiens, viens donc voir. N'est-ce pas là la carriole? Non, ma mère, c'est Colin Peu-Peu, en chemise. Colin Peu-Peu. C'est Colin Peu-Peu en chemise qui vient de la charrue. Et elle ne nous croyait quasi pas, car la chère bonne femme n'avait dans le cœur, l'esprit et les yeux que la carriole. Et elle remontait à tout moment, tant plus le jour s'avançait, et elle a aussi appelé notre bon père vers le soir. « Mon homme, la voilà, la voilà !» Et le bon vieillard est monté, et on a vu qu'il souriait. Mais il a encore de bons yeux, et il a dit doucement « Non, ma femme, ce n'est pas la carriole. » Et il est redescendu en disant à Georges, qui arrivait bien là, « Georges, va-t'en donc au-devant de tes frères. » Et nous, qui voyions, comme il était là, nous avons dit à notre père, « Mais il est trop là, mon père. » Eh bien, Bertrand. Et Bertrand y a couru. Mais Georges y a voulu aller aussi, et il s'est caché pour qu'on ne le vît pas sortir. Et il a dit à Bertrand, « Allons, allons, fût-il à 2 lieues, je monterai dans la voiture en revenant, et ça me reposera comme dans mon lit. » Et ils y ont été, mais pas loin, car quand le jour tombait, et que notre bonne mère montait encore au perron, bien qu'on n'y voyait plus goutte, et qu'elle nous appelait encore, si bien que notre bon père s'est mis à rire en lui disant « Ma femme, ma femme, ma femme, ce n'est pas vos enfants qu'il faut appeler pour voir, mais adressez-vous aux oiseaux de nuit, car il n'y a plus que les chouettes et les chauves-souris qui puissent y voir. » Ce qui l'a rendue honteuse, et elle descendait quand on a vu la chienne Friquette, que mon mari avait menée, qui est venue à notre père en joie, comme quand il y a longtemps qu'elle ne l'a pas vue. Et aussitôt, notre bon père a ouvert le livre de Tobie à l'article du chien, et il nous a dit à tous « Allez au-devant de vos frères, car ils arrivent. » Et notre bonne mère s'est appuyée sur nous deux, Christine, et elle y a couru comme elle pouvait, car ses genoux tremblaient. Et notre bon père l'a regardée, ouvrant la bouche, comme pour lui parler, mais il ne lui a rien dit. Et se tournant vers moi, « Il faut la laisser faire, ma fille. Ne la quittez pas, car elle va revoir celui qui nous a peinés. Et tant plus on l'a peinée, tant plus elle aime, Dieu la veuille bénir, c'est une bonne femme. » Mais pendant tout ça, voilà que la carriole est entrée dans la cour, et Georges en est descendu, car Bertrand était à pied, menant les chevaux, ensuite mon mari, et puis Edmond. Et quand il a paru avec sa pâleur, voilà que notre bonne mère s'est écriée « Oh, mon fils, ah mon pauvre fils !» Et la chère bonne femme tombait. Edmond est venu l'embrasser et la soutenir. « Mon pauvre fils, je te revois, je mourrais contente, mon cher fils. » Et par son empressement à l'embrasser, elle ne le pouvait, car elle lui baisait les cheveux au lieu du visage et quelquefois les mains. Elle était comme en ivresse. Et voilà les mères que Dieu est bon d'avoir fait si tendres les mères. Et elle ne cessait de dire « mon fils », comme si elle n'eût eu que lui. Aussi Edmond lui a-t-il dit en montrant ses frères « Les voilà vos fils, et il n'y en a pas un là qui ne vaille mieux que moi. Et voilà votre digne fils, mon cher aîné. Je vous aime tous, a dit la bonne femme en suffoquant. Mais mon Edmond, j'ai été 2 jours à croire que je ne t'aurais plus. » Et aussitôt 2 fontaines de larmes sont sorties de ses yeux, ce qui l'a soulagé. Et Edmond et Pierre l'ont, à eux 2, ramené par-dessous les bras, et ils l'ont assise auprès de notre bon père, qui s'est gravement levé en voyant Edmond et a dit « Mes fils, mes filles, je suis bien aise que vous voyiez ce cœur de mère, à celle fin que vous aimiez, Dieu votre père comme elle vous aime. Bonsoir Edmond, mon cher père. » Et il s'est mis à genoux quasi, et notre père l'a embrassé en lui disant « Je ne t'aurais pas embrassé coupable. » Et Edmond s'est aussitôt retiré en disant incliné « Et je le suis, mon père. » À ce mot, notre père s'est assis le front sévère et n'a plus parlé qu'à mon mari. Dans toutes les questions qu'il a faites, c'est à quasi glacer notre bonne mère. On a soupé et on s'est allé coucher, sans qu'il ait redit une parole à Edmond, ni le lendemain non plus. Mais comme Edmond empirait, mon mari a parlé à son père, et ce bon père a reparlé à son fils, mais sans le tutoyer.
Et il a dit à part à son aîné: « Pierre, c'est une pauvre femmelette qu'Edmond, et ça se croit homme. Ça n'est pas de nerfs pour résister au vice, et dès que quelque chose plaît à ça se laisse aller. Mon fils, ayons en pitié, car je m'étonne tant seulement qu'il ait eu la force d'être vrai à ses dépens, et je trouve en lui par-delà de ce que j'attendais. » Il lui a reparlé depuis ce moment comme à l'ordinaire, lui gardant une bonne remontrance pour quand il se portera mieux. Voilà, très chère sœur, ce que j'avais à vous raconter. Je vais remettre ma lettre au regrattier pour Madame Parangon, et si j'apprends dans quelque temps que cette bonne dame ne soit pas encore partie, je réécrirai des choses plus nouvelles que je lui ferai remettre avec celle-ci pour qu'elle ait la bonté de n'en faire qu'un paquet. Et quant à ce qui est de la santé d'Edmond, je trouve qu'il se refait d'un jour à l'autre. J'ajoute, chère sœur, que ma situation est telle qu'elle doit être en mariage. Priez Dieu pour moi. Je ne suis pas sans crainte, mais je suis soumise et résignée. Si une mère comme la vôtre est si tendre, qu'est donc Dieu, le meilleur des pères, à qui je remets ma vie? Eh bien voilà, et à vous, je remets ma nuit. Voilà, passez une bonne nuit, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, ce sera une autre lectrice qui poursuivra la lecture de La paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne. Je vous embrasse très 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 fort.